Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez raconté un passé historique avant de vivre en direct un présent qui fait ou fera partie de notre histoire. Le professeur que vous étiez jadis est devenu un maître. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici. Nous aussi de vous accueillir sur Sud Radio. Demain, vous avez une longue journée puisque c'est la fête de la piste de la francophonie sur TV5 Monde. On va en parler tout à l'heure. Mais on va parler de votre parcours, car c'est le principe des clés d'une vie, à travers des dates clés, Guillaume Durand. Et la première que j'ai trouvée, 12 mai 1982, ça vous dira rien, mais peut-être qu'avec le générique de ce film, ça vous dira quelque chose. Un film qui s'intitule « Pour 100 briques, t'as plus rien », où vous jouez votre propre rôle sur vos débuts au cinéma. Absolument. Mais j'ai joué dans plusieurs films comme ça, comme Paparazzi par exemple, d'Alain Berberian, qui était un film avec Vincent Lindon, Carla Bruni et Johnny Hallyday, où je jouais un journaliste, etc. Et c'était une époque où effectivement on nous mettait dans des films pour jouer notre rôle. Il y a un film de Molinaro, enfin c'était assez drôle. C'était une époque où... Il faut dire que c'était une époque où les radios périphériques avaient on appelait ça comme ça, les radios périphériques avaient un impact sur la société considérable. Les voitures rouges et noires d'RTL, les voitures orange et noires d'Europe 1, c'était toute une sorte de romantisme. Voilà. Alors le romantisme, ça n'a pas été le cas au début, quand vous êtes devenu professeur d'histoire. Vous n'avez pas résisté plus de 3 ou 4 ans, Guillaume Durand. Ça a été assez dur, d'abord parce que quand j'étais en prépa HEC, si vous voulez, les événements de 68 venaient de se dérouler. Et j'appartenais à une jeunesse et avec des parents qui étaient un peu bohèmes, qui au fond, donc je suis arrivé en prépa HEC parce que j'étais un très bon élève, mais ça n'a pas duré très longtemps. Les cheveux ont poussé, les pétards aussi. Et donc je suis passé à autre chose. Et je suis devenu professeur d'histoire après avoir fait de longues études d'histoire à la Sorbonne. Mais là, c'était pareil, au fond. J'adorais la matière que j'apprenais, mais j'étais totalement incapable et beaucoup trop jeune pour l'enseigner à des gens qui avaient pratiquement le même âge que moi. Parce que je suis devenu prof d'histoire, j'avais 23, 24 ans, et en terminale, les élèves avaient 18 ans. Et comme on était à l'époque où il y avait les cheveux longs, etc., la différence de génération n'était pas suffisante pour qu'une autorité s'installe. Ce serait peut-être encore pire aujourd'hui. Peut-être, oui, peut-être serait-ce encore pire aujourd'hui, mais je pense que... il devait y avoir quand même une certaine forme de timidité de ma part à l'époque. J'ai toujours fait une mauvaise ou une bonne balance, je ne sais pas, entre une hardiesse et la timidité, ou qui fait que j'étais incapable d'installer un véritable ordre en cours. Et si vous avez quitté HEC, qui n'était pas les hautes études communales, mais commerciales... Oui, j'étais en prépa, je ne suis jamais rentré à HEC. Non, mais voilà, et c'était à cause d'une chanson. Car Keith Richards des Rolling Stones est à la base de la sortie de vos études. Oui, c'est vrai. Donc, moi, j'avais une passion pour le rock à cette époque-là. Je me souviens d'avoir été au premier concert de Led Zeppelin qui était à Centrale. Donc, j'étais déjà électrisé. Et c'est vrai que j'étais donc à Janson, lycée bourgeois, dans le cours de Madame Bluet, la professeure de mathématiques. Nous étions tous les deux. Enfin, il y avait les élèves qui étaient là. Et tout d'un coup, il y a une rumeur qui s'empare de la classe. Et on nous dit, il y a Keith Richards qui est chez Renoma. Car Renoma, c'était le grand, bizarrement, les gens pensaient qu'on allait s'habiller à Carnaby Street, mais les stars anglaises allaient s'habiller chez Renoma. Et Keith Richards était là, donc je suis sorti, je suis rentré en cours de maths chez Madame Bluet avec un pantalon à pattes def bleu, blanc, rouge. Elle m'a immédiatement foutu à la porte. Et donc moi j'ai dit je sors effectivement. Et puis peu à peu je suis jamais revenu. Et puis il y avait un pion encore plus sévère que cette dame à Janson, c'était Patrick Modiano. Non, c'était Patrice Chéreau. Patrice Chéreau. Oui, c'était Patrice Chéreau. C'est vrai qu'on ne savait pas du tout ce qu'il allait devenir, et il avait une sorte de distance par rapport aux enfants de la bourgeoisie qui étaient à Janson. Le Janson était un lycée à l'époque beaucoup plus mélangé qu'il ne l'est maintenant. Il y avait des gens d'origine modeste, il y avait des grands bourgeois comme Laurent Fabius. Moi, j'ai croisé Borloo, Vincent Bolloré qui était à Janson, etc. Et donc, il y avait cet homme qui était assez austère, qui était chargé des études. Donc, il était là et il avait des grands livres ouverts sur des livres de costumes. Et il était totalement concentré sur la carrière théâtrale et cinématographique qu'il allait faire. Et donc, quand l'un d'entre nous frémissait, c'était immédiatement la punition. Donc, il était quand même assez impressionnant. Et je me suis toujours dit que derrière cette autorité se cachait une sorte d'ambition et un mystère.
Oui. Et j'avais rendez-vous avec lui tous les soirs. Enfin, nous avions rendez-vous avec lui tous les soirs, puisque moi, je restais en études après les cours. Vous l'avez revu ensuite, vous lui en avez parlé? Je l'ai revu ensuite au moment de Ceux qui m'aiment prendront le train, scénario de Chéreau et Daniel Thompson. Il a esquissé un sourire, mais c'était pas un personnage d'une très grande gaieté, Chéreau. En revanche, la gaieté, vous l'aviez avec un écrivain trop tôt disparu qui était Jean-Marc Roberts, Guillaume. C'était un de mes amis. Je viens de lui rendre hommage à propos du livre de Sagan qui vient de sortir. Oui, c'était un de mes très chers amis d'enfance. On jouait aux cartes ensemble. Il avait en plus quelque chose qu'il partageait avec l'un de mes autres amis d'enfance ou d'adolescence, qui sont Julien Clerc, c'est qu'ils avaient réussi très 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 vite. Jean-Marc est devenu célèbre à 16 ans. Donc je l'écoutais chez Chancel. Il était plus jeune que moi d'abord. Je l'écoutais chez Chancel, je le regardais chez Pivot. J'étais professeur d'histoire, je me disais c'est pas possible, je vais pas rester dans cette espèce d'enfer qui est l'enseignement pour moi, parce que c'est un métier magnifique, et les laisser comme ça décoller vers la gloire et moi n'être rien. Donc ils ont été quand même une sorte ils m'ont beaucoup aidé à sortir d'une certaine forme de mélancolie. Voilà. Et puis des profs qui sont devenus ensuite célèbres, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu Stephen King qui était prof de maths, Sylvester Stallone qui était prof de gymnastique avant de devenir acteur. Et vous aussi, vous avez fait autre chose. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 11 août 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Guillaume Durand. P6. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Guillaume Durand. Jeudi, TV5 Monde, la piste de la francophonie, on va en parler tout à l'heure. Mais là, on revient à une date importante qui est le 11 août 1987. Et si ça ne vous dit rien, écoutez ce générique, Guillaume Durand. Le journal de la 5, c'est la date de votre premier journal sur la 5. Zarathustra. Ouais. Ça vous a marqué, vous vous en souvenez de ce premier soir ? Alors, ça m'a beaucoup marqué. Ce qui est amusant, c'est qu'on m'a longtemps proposé de faire de la télévision avant d'en faire vraiment. Et je n'avais aucun... Alors là, c'est là que le monde a changé. Je n'avais aucun attrait pour la télévision. Ah bon ? Je me trouvais beaucoup mieux, comme nous sommes maintenant à la radio. À l'époque, j'étais chez nos amis d'Europe 1, qui était un peu mon bastion de naissance professionnelle. Jean-Marie Cavada, enfin plein de gens me disaient « mais fais de la télé ». Et pas du tout. Et puis un jour, la 5 étant une chaîne assez mal vue à sa naissance, je me suis dit, ça c'est pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un goût pour quelque chose d'inconfortable, de fragile. Et évidemment, on a commencé, alors vous avez entendu le générique, le studio était au milieu de la rédaction, il y avait cette musique, un décor noir, Freddy Osser, le réalisateur, qui était un grand ami des Rolling Stones, justement, enfin, tout concourait de l'intérieur à un bonheur absolu dans un contexte politique extrêmement chahuté. Donc, on a un peu réinventé le journal télévisé. Je pense que sans la 5, il n'y aurait pas les chaînes d'information aujourd'hui en France, les chaînes d'information en continu, parce qu'on a fait les premiers, en gros, massivement le breaking news, mais ça a été aussi, pour beaucoup de gens, un épisode dramatique de leur vie professionnelle, et même pour ceux qui regardaient la 5, parce qu'au fond... il faut bien reconnaître que c'est quand Mitterrand a ouvert le paysage audiovisuel, c'est une partie de la bourgeoisie est allée vers Canal, oui. Mais ceux qui avaient beaucoup moins de moyens, leur canal à eux, c'était la 5. Oui, alors il y a eu Berlusconi, il y a eu Hersan, vous avez Jérôme Sédou, vous avez connu tout le monde, Guillaume. Absolument. Berlusconi, c'était un séducteur. Alors, Berlusconi m'a reçu rue de Tilsit en me parlant français, en chantant, en dégustant un risotto absolument formidable. Oui, il avait un grand piano dans ce salon, voilà. Et il vous chantait du traîné. Alors, il m'a dit, il y a un problème terrible, je viens de prendre une chaîne, je ne comprends strictement rien à ce pays. On m'a donné la chaîne, je n'ai le droit de ne rien faire. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais, monsieur Berlusconi ? Il m'a dit, écoutez, vous êtes sympathique et je ne peux pas faire le journal télévisé. Vous pouvez faire une émission soit de sport, soit une émission scientifique. Car bizarrement, sur les chaînes de Mediaset en Italie, les grandes émissions scientifiques marchaient. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai un voisin à la campagne qui s'appelle Laurent Schwartz, qui est médaille Field, comme Villani, oui. À l'époque de mathématiques. Je ne peux pas, vis-à-vis de lui et de ses enfants que je connaissais très bien, incarner une émission de science, ils vont se foutre de ma gueule. Donc je lui ai dit, je vais faire l'émission de sport. Et donc j'ai fait le grand show du sport,
qui est une émission qui a été enregistrée déjà dans le nord de Paris, du côté de Saint-Denis, là où il y a maintenant une pléiade de studios. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. C'est-à-dire que je suis entré pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Sauf après avec Arsan, c'est-à-dire le journal télévisé. Alors, à l'époque, le sport, c'était avec Jean-Michel Bello, champion de sport à la perche. Louis Acariès, qui me disait, par exemple, Berlusconi avait tous les contrats. Vous savez, Berlusconi était entouré de beaucoup de jeunes hommes qui avaient fait leurs études aux États-Unis et très brillants, des types qui venaient d'Harvard, etc., etc. Ils avaient racheté massivement tous les droits du sport américain. Donc, on a fait, par exemple, tous les matchs de Tyson, champion du monde. Et je me souviens, Acariès me disait, ce type, il cogne très très fort, mais il encaisse absolument pas. Il en a démoli 30, 40 avant d'être champion du monde. Il avait une petite voix comme ça, Tyson, absolument invraisemblable. Mais c'était amusant parce que je faisais la radio politique le matin à Europe 1 et l'après-midi, ou quand j'allais travailler à la télé, on faisait du sport. Et puis il y avait effectivement Roger Zabel, l'inauguration à Minanodoué avec Gainsbourg. Enfin, ça a été une expérience et une débâcle fantastique. Je ne parle pas de la rédaction. Ouais. Sous Robert Hersan, là, les choses étaient très structurées autour de Patrice Duhamel et beaucoup d'autres. Et là, ça a été une expérience vraiment émouvante. Oui, vous avez eu un 7 d'or, d'ailleurs, je crois que vous avez offert à Robert Hersan. Alors, ce 7 d'or, oui, j'ai été dîner avec lui, et je me souviens de lui avoir demandé, ce qui était un truc rarissime, m'a invité à dîner. Et je lui ai demandé, mais en fait, parce qu'il avait une relation un peu assez particulière avec François Mitterrand. Lui, l'homme de droite, voire d'extrême droite, et François Mitterrand, avec à la fois son engagement à gauche. Il était le président de la République, et en même temps ce passé dont on a beaucoup parlé après. Et là, il m'a regardé, il a souri, il a refusé de me répondre. On a mangé des huîtres. Mais il était très impressionnant. Des impressionnants, j'en ai pas impressionnants, j'en ai pas rencontré beaucoup. Ah, moi, j'ai connu Robert Hersan, étant au Figaro. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie, et 2 fois, il savait tout sur tout. Ouais. Il lisait chaque ligne du journal. C'était très, très, très impressionnant. On était des enfants devant lui. Et alors, finalement, le journalisme, c'est né pour vous, Guillaume Durand, parce que votre mère a trouvé que vous aviez une curiosité qui serait bien vers ce métier. Si vous voulez, dans les années 70... il y avait quand même un grand trouble, on parle du trouble qui existe aujourd'hui avec les Gilets jaunes, mais il y avait quand même un grand trouble dans la société pour la jeunesse. Ce qui se passait aux États-Unis avec la guerre du Vietnam, ce qui se passait en Italie avec les Brigades Rouges, ce qui se passait en Allemagne avec la fraction Armée Rouge. Les suites de 68 étaient plus bouleversantes que 68 lui-même, qui avait été une grande surprise. Après, on était un peu... c'est ce que Houellebecq a très bien raconté dans Les particules élémentaires. Perdu, on ne savait pas si on devait travailler, pas travailler, aller en communauté, travailler en usine. Enfin, c'est très bizarre ce qui s'est passé. Et donc, après la mélancolie enseignante, je suis rentré à Europe 1 et Europe 1 m'a saisi. C'est-à-dire que ça a pris ma vie et tout d'un coup, c'est exactement comme si j'avais fait un demi-tour sur moi-même et qu'une sorte d'autoroute s'était ouverte. Ma mère l'avait pressenti, moi pas du tout. Et je dois dire que s'il y a quelque chose qui n'a pas changé des années après, puisque je viens d'avoir 67 ans il y a 3 jours, c'est le goût que j'ai pour mon métier, même si le journalisme est une cérémonie fragile. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est un métier méprisé par, en gros, les élites de la nation. Oui. Si vous croisez les présidents, les premiers ministres ou les stars, etc., ils considèrent que les journalistes sont là, ils sont très utiles quand ça leur rend service, et très nocifs, très vulgaires, sans grand intérêt, peu cultivés. J'espère que ce n'est pas mon cas dans toutes les autres... Dans tous les autres aspects du jugement qu'ils peuvent porter sur nous. Alors que sans journalisme, il n'y aurait pas de démocratie. Donc c'est un métier particulier, qui n'est pas toujours glorieux, mais qui est quand même un métier fondamental. Et moi, je me suis trouvé très à l'aise, d'autant plus que, alors ça, c'est un coup de chance, je touche du bois, depuis le début, c'est-à-dire 1978 jusqu'à aujourd'hui, à 1 ou 2 exceptions près, on m'a toujours foutu une paix royale. Oui, et vous avez fait surtout du journalisme dans différentes versions. Vous parliez de culture. Votre culture qu'on ne connaît pas toujours, vous l'avez démontré en particulier dans une émission, Guillaume Durand. Campus avec Guillaume Durand, ça a été un événement et ça vous a passionné. On a découvert une autre de vos facettes.
La suite de Pivot, alors moi j'ai eu des avantages et des inconvénients, c'est que j'ai succédé à Gildas et succédé à Pivot, qui sont deux mythes de la télévision, donc, et avec des visions qui n'étaient pas identiques, et un respect considérable, puisque j'ai été voir malheureusement Philippe dans les dernières heures et les dernières journées de sa vie, comme beaucoup d'autres, donc à Paris, dans le 15e arrondissement. Mais j'avais une vision différente. Et Campus, Bernard, lui, était un littéraire pur. Moi, je voulais que Campus ressemble à ce que j'étais moi, c'est-à-dire quelqu'un qui adore la littérature, mais qui aime aussi le rock, la musique classique, donc le cinéma. Donc Campus était basé à, disons, 80% sur le livre, mais il y avait autre chose. Alors que Bunel, aujourd'hui, qui refait de la télévision autour des livres, est revenu à une certaine forme qui ressemble à celle de Pivot. Donc, je ne suis pas certain que Pivot m'ait vraiment adoubé. Mais je crois qu'on a fait des émissions très importantes. Et surtout, entre le passage entre Canal et Campus, ce qui a été important, c'est la découverte d'écrivains dont on n'avait jamais entendu parler. Michel Houellebecq, Christine Angot, Florian Zeller, David Funkinos, qui ont fait leur premier pas à la télévision. Je ne dis pas sous ma houlette, parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi, mais en tout cas en ma présence. Oui, et puis les émissions littéraires ont évolué. Songez que lorsque Lecture pour tous, pionnière des émissions de télévision, était présentée par Pierre Dumayet, un jour Jules Romain vient et dit « Lecture pour tous, ça veut dire que je viens lire mon livre ». Il était persuadé que c'était ça. Oui, absolument. Et alors, il y a aussi, il y a eu Campus, il y a eu beaucoup de choses, mais surtout avec une décontraction. Et ce qui a toujours surpris tout le monde, Guillaume Durand, c'est que vous n'aviez pas de notes. Vous saviez tout. Alors, c'est pas vrai, j'ai toujours eu beaucoup de notes. Mais je n'ai pas eu la note à la Ardisson. C'était une de mes grandes bagarres avec Thierry, parce que Thierry, il mettait tout le monde en parle, et puis des notes comme ça, qu'il affichait comme on affiche une sorte de travail. Je dis bien une sorte de travail, parce que le concernant, ayant travaillé, et encore une fois, à TV5 Monde, avec beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui, je suis pas certain qu'il ait absolument tout lu ce qui lui a été écrit par des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui, en tout cas si j'en crois leurs témoignages. Or moi, j'ai même pas besoin de... J'ai toujours dit dans ce métier, ce serait formidable qu'il y ait une sorte des examinateurs qui puissent débouler dans les studios et poser des questions ex abrupto aux gens qui les présentent. C'était pas ma manière de voir les choses. Et puis moi, j'aime bien... Enfin, vous voyez, j'ai un crayon devant moi qu'on vient de me prêter. J'aime beaucoup écrire. Donc, je prends des notes, je mets des mots-clés. Ça a été compliqué pendant longtemps parce que les gens assimilaient ça, après l'épisode assez dur de Canal, à une trop grande désinvolture. Parce qu'à Canal, le grand truc, c'était de dire Durand, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au tennis. Oui. C'était ça, le grand truc. Il n'a pas de chaussettes, il joue au tennis. Mais ils avaient dit la même chose avec Baffy à Piscine. Dès que vous êtes dans un métier concurrentiel, vous n'êtes pas ce que vous êtes ce que les autres disent de vous. Bon, et ils s'en sont pas privés. Voilà. Et en revanche, TV5 Monde, ça se passe bien. Justement, on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 26 septembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Guillaume Durand. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Guillaume Durand. 26 septembre 2019, dans 48 heures, 20 heures de télévision sur TV5 Monde, avec vous le soir sur un bateau-mouche parisien. Ça s'appelle, c'est pour la francophonie, ça s'appelle Sur la piste de la francophonie, ouais. Et c'est un événement voulu par Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. Voilà, Yves, j'ai travaillé avec lui à France Télévisions, et depuis maintenant des années, nous collaborons ensemble avec toute une équipe pour faire une émission qui s'appelle 300 millions de critiques, qui est un magazine culturel destiné dans le monde entier. C'est-à-dire, quand je vais sortir de Sud Radio, personne ne va me serrer la main, mais dès que je vais arriver à Brazzaville, tout le monde va me tomber dans les bras, parce que ça a un impact considérable. Énorme. Ça, c'est une bonne chose, et c'est d'ailleurs très bien que Yves ait été reconduit par les autorités actuelles à la tête de TV5 Monde. Et là, au fond, c'est Pékin, Nouméa, Bangkok, Yaoundé, Kigali, Le Caire, Téhéran, Athènes, Lausanne, Tunis, Bruxelles, enfin, une piste francophone tout au long de la journée pour qu'on marque l'importance de la francophonie dans le monde. 300 millions, sont-ils 700 millions quand le développement démographique de l'Afrique se poursuivra? Donc c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important aussi dans la littérature. Moi, je suis très attaché à la littérature. Je me souviens de conversations avec Sagan. C'est des conversations qui ne pouvaient avoir lieu qu'en français. Je viens de lire un livre extraordinaire de Emma Becker,
qui est une jeune femme, une jeune intellectuelle qui vient de passer 2 ans dans une maison de passe à Berlin comme prostituée, qui raconte ça. C'est aussi émouvant qu'un tableau de Bacon sur ce qu'est la véritable nature humaine. Et à un moment, elle raconte justement le fait qu'elle rencontre une fille française. Donc dans ce milieu qui est celui de la prostitution, elle recrée un monde francophone. Alors c'est un exemple qui est évidemment très marginal par rapport à ce qu'est la francophonie. Mais il ne faut pas oublier que le lycée français de New York, le lycée français de Londres, le lycée français de Madrid sont pour les gens, les autochtones et pas simplement les Français, les meilleurs lycées du monde. Bien sûr. Donc la défense de la francophonie, je pourrais en parler pendant des heures, d'autant plus que nos amis québécois, belges, suisses, etc., ils ont une vision de ce que nous sommes, vous Jacques, moi et ceux qui nous écoutent, beaucoup plus fraîche, parce qu'ils ne sont pas étriqués par les passions françaises pour ou contre les Gilets jaunes, pour ou contre Saint-Germain-des-Prés, etc., etc. Ils sont embarqués dans quelque chose à l'égard de la culture, oui, qui est beaucoup moins prédéterminé. Oui, mais en même temps, vous défendez la langue française à travers cette piste de la francophonie, ce qui est essentiel. Moi, quand j'entends une attachée de presse et qui me propose de faire un fauneur au téléphone, c'est-à-dire une interview au téléphone, mes derniers cheveux se dressent sur la tête. Et surtout, par satellite, donc grâce à la technique, on va pouvoir parler francophonie dans différents pays du monde à différentes heures de la journée. C'est un événement. C'est à 24 heures. C'est fou à monter, ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est évidemment qu'aucun faisceau ne rompe. Oui. Ce qui est toujours le risque quand vous êtes dans des pays qui sont des pays différents. Mais la dernière fois qu'on a fait une opération équivalente, il n'y a pratiquement eu aucune difficulté. Il faut aussi respecter les cultures locales, car nous sommes francophones. Mais la perception qu'on peut avoir de ce qui se passe dans le monde, regardez les événements en Tunisie ou les événements en Égypte récemment, il faut quand même ajouter à notre passion francophone un doigté, qui serait aussi un doigté diplomatique. Donc c'est une action... Moi j'ai trouvé ça, depuis que je travaille avec eux, je trouve ça enthousiasmant. Oui. Et il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie, et ça commence par le hasard total. C'est-à-dire que je suis arrivé à Radio Classique par hasard, j'y suis encore 12 ans après. Je suis arrivé à TV5 Monde, au début on conversait avec Yves agréablement par hasard, et des années après, j'y suis encore. Je trouve qu'il y a ce mélange de hasard et de passion fabrique une sorte de sérénité qui est quand même très, très agréable dans un monde des médias qui n'est quand même pas d'une poésie extrême. C'est vrai, et sérénité, ça rime aussi avec fidélité, ce que vous êtes dans la télévision. Mais là, par exemple, la francophonie, on oublie, par exemple, à Pékin, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a comme spectacle? Il y a le Rouge et le Noir, en comédie musicale, il va y avoir Chantal Goya à Pékin. Ouais. Donc, ça veut dire que les Chinois aiment les Français, aiment la francophonie, Guillaume Durand. Alors moi, je ne me déplacerai pas à Pékin pour aller voir Chantal Goya. Elle est au Palais des Congrès dans quelques jours, voilà. Ça vous suffit, oui. Mais vous avez des gens, par exemple, j'ai reçu un texto de Jean Reno, il est au Japon, arrivé au Japon. Jean Reno, il est comme Delon, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un personnage essentiel du cinéma mondial. Donc il y a des gens qui rayonnent un peu partout dans le monde. Et c'est une bonne chose. Deneuve, j'étais au Festival de Deauville il y a quelques jours, Festival du cinéma américain. Vous aviez des grandes stars internationales comme Pierce Brosnan qui venaient l'embrasser, parler avec elle. Et donc, il y a une résonance de la culture française qui est très importante depuis longtemps, qu'il s'agisse de la nouvelle vague, du nouveau roman, des philosophes, les Lyotard, Barthes, Derrida, etc., dans les universités américaines. Tout ça a imprimé, alors je ne parle pas évidemment de la culture classique de Stendhal pour aller même plus loin, mais tout ça imprime... je vais vous donner un exemple. J'étais à Milan il y a 2 jours, j'ai été voir... j'avais juré à mes enfants que nous irions voir la scène de Léonard de Vinci, parce qu'on rentre dans la salle, dans l'église Sainte-Catherine par 25. Eh bien, il y avait là des Italiens, et la pratique du français par les Italiens est absolument phénoménale. Oui. Ils parlent en partie, enfin, une partie du monde italien cultivé, il parle français couramment. Et puis la francophonie, ça a commencé à la télévision par un jeu de Jacques-Antoine qui s'appelait le Francophonissime. Absolument. Où il y avait des animateurs de la francophonie
qui répondait à des questions. Et des questions, on va s'en poser et vos invités vont y répondre car vous terminerez la journée, Guillaume Durand, sur un bateau-mouche sur la Seine pour une émission culturelle. Alors en fait, on va résumer ce qui s'est passé toute la journée. Donc tout ce qui s'est passé justement dans ces endroits que je citais tout à l'heure, que ce soit Dakar, Bamako, Yaoundé, Le Caire. Il va falloir voir ce qui s'est passé, puisqu'on a évolué au bout des 24 heures. Et puis on termine avec des gens comme Marc Lambron, comme Dany Laferrière. Alors je ne sais pas si c'est la nouvelle version, si je puis dire. C'est la version rock de l'Académie française. Alors ils ont 50 ou 60 ans. Mais Dany, il est de Haïti, il vit à Montréal. Il est devenu un écrivain célèbre en publiant ce livre qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Il avait enchaîné sur je suis un écrivain japonais, ce qui était une manière de dire justement qu'il n'était pas un écrivain haïtien, qu'il n'était pas un écrivain montréalais, et pourtant il était académicien français. Enfin, tout ce monde a changé. Ils vont parler de cette francophonie vivante, et moi, ça me fait très plaisir d'être au centre de tout ça pour leur donner la parole. Parce que c'est aussi une chose qui est importante, c'est que notre métier est quand même un métier qui est empreint d'un peu de narcissisme. Et la francophonie nous donne quelque chose à défendre. Et quand on défend quelque chose, on parle moins de soi. Voilà. Et 20 heures de télévision aussi, c'est très rare. Bah, c'est un exploit. Ouais. Alors, il y a eu un record, il faut l'oublier. On l'a un peu oublié. C'est Maurice Biraud, animateur vedette d'Europe numéro 1, station qui vous a été chère, a fait 24 heures de radio en direct du pub Renault sur les Champs-Élysées dans les années 60. 24 heures sans dormir, et ça a été aussi dans une sorte de bulle. Et ça a été aussi une performance marquante. Il a été un pionnier dans ce domaine-là. Absolument, je me souviens de l'avoir croisé à Europe 1 au tout début de ma carrière. Alors, il y a aussi une autre passion, et peut-être que vous ferez un jour une émission là-dessus, Guillaume Durand, c'est la cuisine. Car la gastronomie est quelque chose de très important pour vous. Oui, c'est vrai. Et vous n'avez jamais fait d'émission là-dessus? J'avais fait d'émission là-dessus parce que je suis pas compétent, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir faire, donc en dehors de recettes basiques. Mais par exemple, quand j'étais à Milan, vous voyez, je parle avec de Léonard de Vinci et de la Seine, qui, je le rappelle, est un tableau qui est fantastiquement... Enfin, c'est le premier tableau. C'est-à-dire qu'on apprend aux apôtres la trahison de Judas. Et ce que Léonard a fait à une époque où on faisait beaucoup de crucifixions, c'est justement de saisir la réaction des apôtres au moment où ils apprennent la trahison. Donc, c'est magnifique. Et puis, évidemment, en sortant de ça, je me dis, où est-ce qu'on va bouffer? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et donc, je suis né avec la gourmandise accrochée... pas simplement au front, mais vraiment là. Votre Madeleine de Proust, c'est une tarte au citron. J'ai eu ça quand j'étais petit. Voilà, la tarte au citron de chez Edeline, qui était extrêmement pâteuse, pas du tout agréable, mais qui m'a servi de petit déjeuner quand j'allais au lycée à pied, parce qu'à l'époque, on allait au lycée à pied, même pas en métro, et qu'on marchait longtemps, et donc c'était très agréable. Donc les nourritures terrestres et les nourritures intellectuelles, parce que la culture, l'art contemporain, dont on vous a beaucoup parlé, ça vous a aussi quelquefois beaucoup desservi, sont des choses essentielles à votre vie, Guillaume Durand. Écoutez, c'est vrai, mais je pense que c'est tout le monde, les gens ne s'en rendent pas compte. L'art, c'est une manière de sortir de soi, de sa condition sociale, de l'endroit où on est né, d'accepter des choses différentes. Regardez, on parle beaucoup aujourd'hui... puisqu'on parle, on est en plein milieu de la conversation sur la PMA, moi je vais oublier ça, mais je pense puisqu'il s'agit des homosexuels pour une partie d'entre eux, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Andy Warhol, David Hockney, Oscar Wilde, Jean Genet, sont-ils homosexuels ou sont-ils nous, c'est-à-dire l'essentiel de l'humanité ou la culture que nous défendons? Donc je crois que c'est grâce à eux et grâce à eux et aux autres, parce que c'est pas que nous existons. C'est cette part d'humanité. Tout à l'heure, j'évoquais Francis Bacon. Qu'est-ce qui représente le plus au monde aujourd'hui l'humanité que ces fonds des tableaux de Bacon qui sont dans des couleurs acidulées à l'anglaise, d'une tranquillité. On a l'impression qu'on est chez Harrod et qu'on va acheter du thé. Et puis au milieu, il y a cette chair torturée qui saigne, etc. C'est nous. Voilà. Et j'ai le sentiment que le jour où vous n'apprenez rien sont de mauvais jours, Guillaume Durand. Le jour où je ne lis pas sont de mauvais jours, et je pense que l'apprentissage est pas l'apprentissage, c'est un côté scolaire, mais il n'y a pas une vie sans curiosité n'a aucun intérêt. Et puis surtout, il faut aller au-delà de ce qu'on est soi.
Eh bien, vous allez au-delà de la performance avec cette piste de la francophonie sur TV5 Monde avec 18 destinations et 20 heures de programme que vous conclurez sur un bateau-mouche parisien jeudi 26 septembre grâce à une idée d'Yves Bigot. Merci beaucoup d'avoir... Mais merci à vous et merci à Sud Radio. Eh ben, vous êtes toujours chez vous parce que nous parlons vrai comme vous, donc vous serez toujours le bienvenu. C'est avec grand plaisir. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie, comme tous les jours. Et je l'embrasse. Eh ben, on l'embrasse tous et très fidèlement. J'espère qu'elle va inviter Jade Lagardère un de ces jours. Ah oui, ça serait un scoop. Rendez-vous demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, à demain.